Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab et cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Stars où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 23e numéro, Stephen Curry. Et pour ce faire, nous revisitons le profil de Stephen Curry grâce à l'article de Jonathan Givony de DraftExpress.com, la référence dans le scouting à l'époque. Article écrit en février 2009, en plein cœur de sa 3e et dernière saison universitaire à Davidson. Origine de star, Stephen Curry, c'est parti. Rester longtemps à la fac va peut-être redevenir à la mode si on se base sur les cas de cette cuvée de draft 2009 comme Blake Griffin, le first pick annoncé, Jordan Hill projeté top 10, James Harden annoncé top 5, Hashim Thabit top 5 également, et donc Stephen Curry également annoncé top 10. Le 3e année, Curry est devenu connu sur le plan national l'an passé déjà avec une série de matchs totalement héroïque lors de la March Madness. Et il a clairement élevé encore sa cote de draft en retournant pour une saison supplémentaire à Davidson. Curry n'est pas aussi efficace que l'an passé, mais il est en revanche beaucoup plus prolifique, se classant actuellement premier de toute la NCAA au niveau des points marqués et qu'importe la catégorie, en points bruts, par match ou par 40 minutes ajustés pour rythme de jeu. Son pourcentage à 3 points a perdu 6%, mais il se rend bien mieux sur la ligne des lancers francs pour compenser, et il les rentre au passage avec un superbe taux de 87%. Mieux encore, le nombre d'assists de Curry a explosé désormais qu'il joue le rôle de meneur de jeu de son équipe. Il distribue le double de caviar de l'an passé, alors que, dans le même temps, ses pertes de balles, elles, n'augmentent que marginalement. Il n'y a pas de joueur dans toute la NCAA plus craint et plus surveillé par les défenses adverses que Stephen Curry. Le plan de jeu défensif tout entier de chaque adversaire tourne autour de la seule notion de le stopper, ou au moins de tenter de le ralentir, ce qui rend son évaluation d'autant plus compliquée dans ce prisme d'analyse totalement atypique. Le problème est simple, ses coéquipiers ne sont tout simplement pas assez bons pour punir des schémas agressifs qui leur laissent de grandes ouvertures, et Davidson dépend directement de Curry pour générer de l'attaque. Il endosse un volume de responsabilité tout simplement gigantesque, le plus grand de toute la NCAA, tout simplement, et le 2e total de tirs tentés par 40 minutes de jeu. C'est un des seuls joueurs où on peut dire que le jeu sera plus facile une fois arrivé chez les pros en NBA, où il évoluera à côté de meilleurs joueurs et où il devrait obtenir plus de tirs faciles. La plus grande surprise de la saison de Stephen Curry demeure à quel point il a su se convertir brillamment au poste de meneur de jeu. Bien qu'ayant toujours sa mentalité de shoot first, Curry est apparu largement altruiste lorsque, aux manettes de l'attaque, démontrant une excellente vision de jeu et un réel sens pour impliquer ses coéquipiers, relatif à la situation de l'équipe particulière. Il est bon sur pick and roll, et c'est un passeur bien plus créatif que ce que l'on avait vu de lui auparavant, capable de dribbler des deux mains et de changer facilement de vitesse avec la gonfle. Ce ne sera jamais un pur playmaker à la Steve Nash ou Chris Paul, mais il contrôle bien le tempo de l'équipe, très serein et en maîtrise par moments, et semble montrer de bons instincts pour le jeu, suffisamment pour devenir un facilitateur capable à la Mike Bibby ou Mo Williams. L'aspect le plus intéressant de son jeu, néanmoins, reste le jump shot. Il est automatique avec les appuis déjà établis. Il peut aussi sortir d'écran et être capable, justement, de bien organiser ses appuis en mouvement, en un clin d'œil, et faire partir le tir très rapidement, avec, au passage, déjà une portée de tir qui va au-delà de la ligne 3 points NBA. Du fait qu'il ait aussi peu de tirs faciles ouverts, Curry a dû se développer en un shooter prolifique en sortie de dribble, surtout en partant sur la gauche et aussi en particulier sur transition où il excelle. De par sa capacité à rentrer des tirs même extrêmement compliqués, Curry peut avoir tendance par moments à se contenter de tirs tout bonnement atroces à chaque match, ne montrant aucune présence d'esprit sur ces tirs-là. C'est très compliqué de jauger cet élément-là de son jeu, si cet aspect est plus en rapport avec son rôle dans l'équipe ou s'il surestime tout simplement sa capacité de shoot par moment. Pour aussi décontracté et en maîtrise qu'il puisse être sur le terrain, il se montre parfois un peu trop nonchalant, faisant des actions largement évitables qui amènent à des turnovers affreux. Et il est, il faut le dire, 14e pire de toute la NCAA en termes de perte de balles par 40 minutes. Une des plus grandes inquiétudes à propos de son jeu offensif est le fait qu'on ne puisse pas le projeter au niveau supérieur comme un slasher prolifique. Son premier pas est moyen, tout au plus. Et vu à quel point sa charpente est très fine et qu'il est vraiment peu explosif au panier, ça semble improbable de l'imaginer pouvoir provoquer autant de lancers francs au niveau NBA.
C'est un bon dribbleur, néanmoins. Excellent sur changement de rythme, feinte, hésitation pour perturber le défenseur, mais il préfère souvent s'arrêter loin du cercle et se contenter d'un pull-up jumper plutôt que insister pour aller jusqu'au panier. C'est pour cela qu'il aura besoin de vrais bons créateurs à ses côtés, notamment pour tirer profit pleinement de ses qualités de 3 points. Il est très créatif pour se rendre au panier, sachant vraiment comment exagérer les contacts. Certains diraient flopping, dans le but d'attirer des fautes, ce qui, en effet, marche beaucoup au niveau universitaire actuellement. Défensivement, Curry montre un bon niveau d'effort, mais il demeure limité par ses qualités physico-athlétiques. Il lui manque une bonne taille, une bonne envergure, plus d'épaisseur, et il est vrai que sa vitesse latérale est en dessous de la moyenne, faisant de lui un maillon faible potentiel face à un match-up plus explosif qui sont malheureusement légion en NBA. Ça reste un joueur très dur, néanmoins, enclin à prendre des fautes offensives et à batailler s'il le faut, et il brille même par ailleurs pour s'interposer sur la ligne de passe, se classant comme un des meilleurs intercepteurs de NCAA, de par son intelligence de jeu pour suivre et appliquer le scouting report qu'on lui donne avant les matchs, c'est-à-dire connaître les tendances du joueur adverse, les systèmes, et donc sachant quand et comment intervenir. Son manque d'épaisseur lui vaut d'être ciblé au poste bas, cependant, et il a du mal aussi à traverser les écrans de ce fait. Autant en attaque, il pourra sans aucun problème jouer sur les 2 postes, meneur et arrière, autant de l'autre côté du terrain, en défense, il devrait connaître de grandes difficultés à défendre le poste 2. En définitive, Stephen Curry a un peu plus de mal cette saison du fait du surplus d'attention que lui portent désormais les défenses après son éclosion médiatique l'an passé. Mais sa projection vers le niveau supérieur reste tout de même celle d'un très solide pro. Dans la bonne situation, à côté de bons coéquipiers, il peut tout à fait être un joueur NBA intéressant. Et ses excellentes qualités intangibles et sa mentalité de gagnant laissent à penser qu'il arrivera à se créer ou se trouver un rôle valuable en NBA. La vraie question, en revanche, est de savoir s'il voudra en effet se présenter à la draft cette année. Et pour l'instant, il n'a rien laissé transparaître quant à un départ, tout portant à croire qu'il se plaît on ne peut plus à Davidson. D'un point de vue business, cependant, ça n'a pas de sens de ne pas se déclarer à la draft cette année en 2009. Et il n'a littéralement plus rien à prouver au niveau universitaire, au contraire même, ayant plus à perdre qu'à gagner en restant un an de plus si les choses ne se passent pas comme prévu. Nous ne serions pas choqués, qu'importe sa décision. Et donc, à présent, vous le savez, quelques commentaires de notre part, de la part de 2025, à propos de Stephen Curry, son évolution et ce scouting report également. Et c'est vrai que, bon, que reste-t-il à dire encore une fois sur Curry ? C'est vrai qu'en fin de série, et même au cours de la série, on aborde des cas qui restent des superstars, des mégastars. C'est vrai qu'en plus, sur Curry, on est sur quelqu'un dont la carrière a été largement documentée, d'un point de vue juste un CV, et puis histoire, on va dire, raconter le parcours, mais même niveau évolution du jeu, même niveau tactique, même niveau scouting. Donc c'est vrai que tout a déjà été dit, notamment au passage sur Basket Lab. On a quand même beaucoup parlé de Curry depuis tout le temps. On a fait un épisode, notamment, c'est celui-là que je peux vous recommander, avec Antoine Tartrou de l'Écho des Parquets et Basket Info. On l'avait fait, c'était un des premiers épisodes du Basket Lab, c'était le 12, voilà. Épisode numéro 12, ça vous intéresse. On revenait un peu pour fêter son record à 3 points. Vous savez, quand il avait surpassé Reggie Miller et Ray Allen au niveau des 3 points, donc le record all-time. Et depuis, donc ça c'était il y a 4 ans bientôt déjà. Donc il y a 4 ans, on a fait un podcast sur Stephen Curry. Pourquoi c'est un modèle de superstar qui est littéralement unique dans l'histoire de la NBA, à la fois par rapport à avant, on n'avait jamais eu ça, mais en fait même depuis. Pourquoi est-ce que depuis, alors que Curry est le symbole d'une génération et un des meilleurs joueurs du monde depuis 10 ans maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de réplique ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de joueurs qui font pareil ? Donc là, voilà, je vous renvoie vers cet épisode que j'avais reposté sur YouTube il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 1 ou 2 étés, pour les JO, il me semble, pour 2024. Voilà, épisode 12, je pense que l'épisode a pas vieilli parce que ce que raconte Antoine est très intéressant. Alors, le seul truc qui a vieilli, c'est peut-être ma voix. Et le mec qui parle, il n'est pas très à l'aise derrière le micro à l'époque. Épisode 12. Mais alors, c'est vrai que bon, on va quand même essayer de dire des trucs un peu différents et par rapport au avant-après. Encore une fois, c'est vrai que le Curry de NBA, on le connaît, mais le avant-après est fascinant et surtout, je pense que parler un peu du avant-après et de l'évaluation de l'époque, ça permet aussi de bien capturer le moment de la NBA où on était et comment est-ce que le jeu a évolué depuis. C'est un peu, la révolution à 3 points, ce n'est pas que Stephen Curry. Parfois, on fait un peu le raccourci, c'est pas que Curry. Mais c'est vrai que, pour autant, ça reste mine de rien le symbole majeur de cette révolution, donc il est un peu le porte-étendard de tout ceci. Et donc, c'est vrai que se replacer au moment de sa draft ou de son évaluation, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti plus haut,
ça révèle aussi pas mal de choses de où est-ce qu'on en était à l'époque, comment est-ce que ça va évoluer, etc. etc. Et tout le changement de la NBA quasiment depuis 15 ans ou plus peut être aussi résumé là-dedans, dans le cas de Curry, en un sens très symbolique, c'est vrai. Mais alors, pour le coup, reparlons un peu de Curry. Pour dire un peu de contexte, la draft 2009, il va finir par se faire drafter 7ème en 2009. 2009, c'est, vous savez, la draft des meneurs. Alors, c'est une des meilleures de l'histoire tout court, une des toutes meilleures de l'histoire pour moi, mais surtout la QV des meneurs, on en a déjà parlé, donc je vais pas refaire beaucoup, mais c'est tout ce qui est James Harden, qui est un peu un meneur, Tariq Evans, donc Ricky Rubio, Johnny Flynn, Stephen Curry, et là on parle que du top 7, voilà pour le coup, mais même Brandon Jennings, les Tyleson, Jeff Teague, Jrue Holiday, Darren Collison qui sont premier tour, Rodrigue Beaubois, Tony Douglas, même deuxième tour on a du Patty Mills ou des mecs comme ça, Nick Calates, Nando De Colo, enfin bref, QV de meneurs absolument fantastique. Et ce qu'on peut dire, c'est que non seulement c'est le meilleur joueur de cette draft absolument historique, c'est le meilleur meneur aussi. Et là où c'est drôle, c'est que c'est le meilleur meneur, alors que c'est peut-être un des profils les plus atypiques de cette cuvée de meneurs. Je veux dire, Darren Collison ou Tyleson, Jeff Teague, ou même Ricky Rubio et Johnny Flynn, ça rentrait à peu près dans le cadre de ce qu'on attendait d'un meneur, en un sens. Et c'est marrant de voir que celui qu'on attendait le moins pour ce côté meneur, c'est au final le meilleur de toute cette génération et de toute cette cuvée. Donc c'est quand même assez fou. Encore une fois, je vous renvoie vers l'épisode qu'on a fait sur James Harden aussi, on parle beaucoup de cette draft 2009. Mais alors, marrant aussi en termes de scouting report, donc le scouting de Jonathan Givony, de Draft Express. Et c'est vrai qu'on voit des marqueurs d'époque, on va en parler petit à petit, mais il y a quand même de sacrés marqueurs d'époque dans les termes utilisés. Notamment, il dit oui, alors c'est vrai qu'il est pas mobilité altérale, pas top, donc forcément, face à des match-up plus explosifs, ça peut poser problème. Parce qu'à l'époque, on pense pas à switch. On pense pas au ciblage de petits, on pense pas de la chasse au mismatch. Et en fait, le problème, c'est que Curry, à l'époque, on se disait, au cas où le meneur contre qui il joue cette nuit-là est rapide, c'est un problème. Alors qu'en fait, par la suite, avec la chasse au mismatch, notamment LeBron James, playoff 2016, et puis par la suite, ça va être un peu contre tout le monde. Donc voilà, ça, ce côté match-up, c'est vraiment à l'époque un marqueur de. On bouge pas trop de ce point de vue-là, quoi. C'est vraiment poste contre poste. Et puis pareil, quand on parle de Mo Williams ou Mike Bibby comme point de référence, alors. Je reprécise, Mo Williams, peut-être les jeunes ne savent pas, mais Mo Williams, on est en 2009, donc draft 2009. Je précise que c'est l'année où il est All-Star, Mo Williams, donc l'acolyte de LeBron James, premier passage avant son départ à Miami. Et donc c'est vrai que voilà, ça peut faire rire aujourd'hui, Mo Williams, si on le connaît que comme All-Beer, mais c'est quand même une référence en termes de meneur-shooter, meneur-scoreur, All-Star à l'époque, parce que dans le Cleveland qui était top. Donc voilà, et pour le coup, c'est vrai que ce qu'on peut aussi rappeler, c'est le fait que, en fait, Curry avait fait beaucoup de bruit auparavant, pas que 2009, et donc 2008, son équipe de Davidson qui fait une top saison, qui est classée top 10 dans le fameux AP, le classement, le top 25 des journalistes, etc. Et en fait, en 2008, il porte cette équipe de Davidson, avec donc petite fac, toute petite fac, et lui est là-dedans, il les porte jusqu'au Elite 8, c'est-à-dire vraiment juste avant le dernier carré, quoi. Avant le Final Four, il y a le Elite 8, donc il va très loin dans le tournoi, et comme dit aussi, c'est au biais de matchs héroïques et de matchs avec des grosses performances contre eux, des grosses équipes, et bizarrement, alors c'est aussi l'époque, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui ça se passerait pas comme ça, mais à l'époque, il était quand même revenu un an de plus à la fac pour 2009. Mais voilà, en fait, après ce run légendaire qui avait beaucoup marqué, c'est pas juste, ah tiens, c'est sympathique, ça fait du bruit dans les petits milieux d'amateurs de basket. Il était passé, je crois, chez Conan O'Brien en prime time sur une chaîne, donc il était pas encore sur le câble à l'époque, il était sur la TV nationale, je veux dire. Donc il y a ça, et c'était un vrai phénomène, quoi, pour le coup. Donc il était connu, mais connu aussi avec ce côté. C'est la belle histoire, quoi. Mais pour la NBA, c'est pas sûr, quoi, parce que à l'époque, on n'était pas encore dans tous les mêmes critères, les mêmes requis de scouting. Et puis, puisqu'on parle un peu de Davidson, il y a un autre match marquant, même marquant, je pense, dans l'histoire de la NBA, enfin du basket en général. Et donc, pareil, quand on parle de révolution de jeu en NBA, mais c'est le match, donc saison 2009, mais en tout début d'année, contre la petite fac de Loyola. Donc Loyola, qui est pas le Loyola Chicago, qui est allé loin il y a quelques temps là en March Madness, mais un tout petit Loyola, et qui, voilà, en fait, une équipe qui n'a rien à perdre. Donc contre Davidson, qui était une petite fac, mais qui performait bien, pour le coup, avec Curry, ils ont sorti une défense totalement atypique. Je vous renvoie vers la vidéo de Hoop Vision. On a déjà parlé ici beaucoup de Hoop Vision. Jordan Sperber, qui est un assistant coach NCAA, qui a une chaîne YouTube. Et donc lui, justement, la vidéo, le match était disponible nulle part sur le net. Et lui, comme il est assistant coach, il a contacté des gens qu'il connaissait dans le milieu. Donc Davidson, il a réussi à obtenir le DVD du match de l'époque, qui était donc disponible nulle part, sauf en DVD à Davidson. Et donc il fait un décortiquage de ce match-là. Mais c'est marquant parce que la stratégie, c'est grosso modo, on met 2 mecs sur Curry. Curry va être dans le corner tout le match, avec 2 mecs sur lui, littéralement 2 mecs qui l'enferment, et on passe tout le match à jouer, à défendre du coup en 3 contre 4, quoi.
Et en fait, c'est totalement absurde, mais pour dire à quel point on avait un peu cette météorite au niveau universitaire. On pensait pas que ça pourrait se transposer comme ça l'a été au niveau NBA, mais au niveau universitaire, c'était la folie. Donc, même au point où il y a une défense comme ça qui ose, alors aussi parce qu'ils ont rien à perdre. Hein. Ils savaient que même en jouant normalement, ils perdraient de 20 ou 30 points, mais c'est quand même assez marquant. Et ce qui est encore plus marquant, peut-être, il en parle dans la vidéo, c'est que au final, il passe le match à 0 points et 2 tirs tentés en quasiment 40 minutes. Donc, quasiment tout le match, il le joue. Il y a juste quelques passages où il est sur le banc. Mais sinon, du reste, en fait, il est tout le temps sur le terrain. 0 points, 2 tirs. Là encore, on va pas trop s'avancer, mais c'est aussi ce dont on parlait avec Antoine sur Basket Lab épisode 12. Pourquoi est-ce que Curry est à ce point unique? Il y a un côté mentalité aussi. C'est pas que ça, il y a du cardio, il y a des attributs physico-athlétiques, toucher de balle et tout ça, mais d'accord, mais il y a aussi un élément, je pense, mental ou de mentalité plutôt, on va le dire comme ça. En fait, c'est un altruisme qui est assez fou chez lui et qui est pas commun chez toutes les superstars. Donc, c'est vrai que c'est aussi un point, c'est que est-ce que tout le monde se serait contenté de dire, bah non, mais moi je vais passer ma vie dans le corner. Vous inquiétez pas, je reste dans le corner, jouer à 4 contre 3 et puis on gagne comme ça, quoi. C'était quand même assez marquant pour le coup, à la fois pour l'aspect tactique, à la fois aussi c'était très révélateur du joueur, quoi. Je pense pas que tous les prospects stars ou gros joueurs universitaires auraient accepté ça. Et pour dire aussi, c'est marrant parce qu'on a un peu la même chose, littéralement 10 ans plus tard. C'est-à-dire finale 2019, souvenez-vous, c'est quand Durant est blessé, c'est quand Klay Thompson se blesse. Donc en fait, nos amis, les Warriors, ils se battent avec 60% ou 50% de la masse salariale contre les Raptors qui, eux, sont à 100%. Donc c'est pas très égalitaire. Mais non, mais surtout, il n'y a pas de spacing, en fait. Tu perds un peu les shooters qui étaient Durant et Klay Thompson. Et donc, tu es un peu en mode, c'est qui? On a des role-players, mais c'est Iguodala, c'est des mecs comme ça, quoi. Draymond Green, d'accord, mais le shoot, il n'y a pas trop, quoi. C'est l'année où il y avait des Marcus Cousins aussi. Mais bon, il n'y avait pas de spacing. Et donc, qu'est-ce qui se passe 10 ans après? C'est un peu l'écho du temps. C'est qu'on a la box and one qui est sortie. Voilà, première fois, et que Steve Kerr en parle. Hein, il dit, non, mais c'est la première fois que j'ai vu ça dans un match NBA de ma vie. Une tactique de lycée, en lycée où il se passe plus de choses, il y a plus de systèmes tentés et tout. Mais donc, une défense box and one. Donc, une box, une zone de 4. Voilà, 4 qui restent en zone autour de la raquette. Et le one, box and one, c'est marquage individuel sur Stephen Curry. Parce que donc il y a tellement pas de shoot que on craint pas les 4 autres joueurs, donc on reste en zone. Et par contre, pour éviter que Curry ne fasse un peu des dégâts, on met en marquage individuel Van Vliet, notamment sur Curry. Donc voilà, c'est quand même marquant parce qu'en plus, donc même, je vous dis, Steve Kerr dit, mais je n'ai jamais vu ça en match NBA. Et donc, là où c'est marquant, c'est qu'en fait, ça va se développer par la suite. Et finalement, juste après 2019, donc en 2020, 21, 22, 23, etc., des box and one, on en voit. Alors, plus autant aujourd'hui, d'ailleurs, au passage, mais entre 2020 et 2022, à peu près, notamment, ou 23, il y a beaucoup plus qu'actuellement de tout ce qui était box and one, quoi. Parce que d'un coup, la tactique, on se dit, ah oui, en fait, ça marche. Alors, notamment contre les Warriors et Curry, mais même parfois contre les Cavs ou des trucs comme ça, quoi. Ça se sortait dans toute occasion. Pareil que box and one, il y a le triangle and two, donc plutôt que 4 et 1, en gros c'est 3 et 2. Voilà. Triangle, c'est pas un carré, c'est un triangle de zone, 3 qui zonent en même temps, et 2 marquages individuels. Là encore, les Warriors faisaient ça, mais surtout, pareil, nos amis de Miami faisaient ça aussi. Il y a un match d'ailleurs entre les deux qui est assez passionnant avec un passage comme ça où ça alterne entre box and one et triangle and two pour essayer de se protéger contre l'incroyable Jordan Poole. Mais bref, ne parlons pas de Jordan Poole aujourd'hui. Mais alors voilà, après il faut être deux. Il faut être deux pour faire des révolutions entre guillemets. C'est-à-dire que oui, Curry était unique. De l'autre côté, il y avait aussi Nick Nurse qui, lui, bon, c'est aussi un savant fou de la défense en soi. C'est un mec qui était passé pas du tout dans le cadre habituel de oui, alors je suis joueur, ensuite je suis assistant coach, et puis ensuite je suis coach NBA. Le mec était allé coacher très tôt, très jeune, dans tous les pays du monde, notamment en Angleterre. Il raconte que quand il coachait Birmingham ou je sais pas quoi, il faisait des tactiques complètement folles, limite le sapin de Noël de Ancelotti, quoi. C'est-à-dire un mec une défense 1-1, 2-1, un truc comme ça. Enfin, c'était totalement fou. Donc oui, il faut être deux pour faire l'histoire. Nick Nurse aussi, il a été de l'autre côté pour être un peu ce côté invention. Il fallait bien un Nick Nurse pour ça, peut-être. Mais voilà, un peu cet écho du temps, j'ai envie de dire, de Curry qui force des stratégies tellement absurdes, tellement lui-même est trop fort, quoi. Donc on est prêt à tout, littéralement. Et donc au passage, le match contre Loyola, ils l'ont gagné, bien sûr. Davidson a gagné contre Loyola, petite fac. Mais alors, justement, on parle un peu de draft, c'est vrai que comme c'était pas clair sur à quel point ça pouvait se transposer, ce truc-là, qui était totalement nouveau, le 3 points, avec ce régime de tir, et surtout en sortie de dribble, et surtout sans la défense, et surtout c'était pas un vrai meneur, donc c'était plein de trucs à la fois. Parce que je pense que si Curry avait fait une taille de arrière ou ailier, voilà, le mec était peut-être first pick ou top 3 facilement, on se serait pas posé la question. Là, il y avait le doute de ouais, mais c'est pas un meneur. Et
comme dit aussi l'article, c'est pas un meneur, et même en défense, c'est que un meneur. Il peut pas défendre des postes 2, donc au final, tu peux pas le prendre et dire on va le faire jouer poste 2 parce que ça veut dire qu'en défense au poste 2, il va souffrir. Donc il faudrait aussi qu'en même temps sur le terrain, pour faire un peu la gestion, mais ce meneur devrait aussi défendre plus gros des postes 2. Enfin bref, il y a quand même pas mal de compromis qu'on projetait avec lui. Et que, en plus, le passing, oui, mais d'ailleurs, il fait une bonne saison en tant que meneur, entre guillemets, à Davidson, sa dernière année. Mais c'était quand même un doute à l'époque de dire ouais, mais ça correspond pas à ce qu'on veut. Surtout, je rappelle, en 2009, on n'est pas encore dans l'ère d'après, l'ère mi-2010 et après, où aujourd'hui on s'en fiche des postes. Aujourd'hui, on s'en fiche des postes et des rôles. L'initiateur, ça peut être n'importe qui. Un poste, entre guillemets, un mec qui a la taille d'un poste 3, qui a la taille d'un poste 2, d'un poste 1, voire même d'un poste 4 ou 5. On s'en fiche. Aujourd'hui, on parle plutôt en termes de rôle, de initiateur, et pas, tiens, c'est le meneur qui doit créer. Mais à l'époque, si. Et donc, il y avait ce côté. Bon, entre la défense qui est pas folle, et ça se trouve, il va être handicapant pour toujours. En plus, le mec qui sait pas mener le jeu comme on aime bien, c'est-à-dire à l'ancienne, la gestion, remonter la balle, lancer le système, diriger le trafic. Voilà, c'était pas, comme dit l'article, c'est pas Chris Paul ou Steve Nash. C'est pas un pur playmaker, c'est même pas un pur général de terrain. Donc il y avait ça, et c'est ce qui fait qu'il va tomber 7ème à la draft. Et bon, c'est un peu un des what if de l'histoire, c'est les Knicks qui étaient 8ème, qui vont d'ailleurs finir par prendre le fameux Jordan Hill, qui en effet était projeté top 10. Peut-être que vous le connaissez pas aujourd'hui, mais c'est un mec qui était, c'est des grosses stats à la fac, 3e année de fac. Mais en fait, ce qui était passionnant, c'était pas que le côté New York médiatique, etc. Surtout à l'époque, New York était coaché par Mike D'Antoni. C'est là que réside le vrai what if, en fait. Parce que D'Antoni, non seulement il avait coaché Steve Nash, non seulement c'était aussi un des adeptes les plus convaincus du 3 points, bien sûr, mais en plus, c'est quelqu'un qui, même à l'époque, à ces époques-là, au Knicks, il n'y avait pas grand-chose. Il faisait un peu des merveilles avec 3 bouts de bois, j'allais dire. En tout cas, avec des meneurs qui étaient pas fous, il les prenait, il leur faisait faire des grosses saisons. Mais voilà, il y avait ce côté où, si Mike D'Antoni est capable, avec Chris Dion, d'en faire un truc totalement fou, et même par la suite, de reprendre Raymond Felton, qui était en échec, qui n'était pas top à Charlotte, et qu'il prend, et il fait une demi-saison génialissime avant le trade de Carmelo Anthony. En fait, on se disait, mais ce mec-là, si on lui donne Stephen Curry, ça peut être cool, quoi. Ça peut être le mariage parfait. En plus de l'aspect médiatique, et ça aurait été la folie, quoi. Bon, au final, les Warriors ont fait, je pense, à n'en pas douter, la meilleure décision de leur histoire, eux, en prenant Stephen Curry. Donc c'était quand même. Et en plus, là où c'est pas de chance pour les Knicks, c'est que peut-être que Golden State n'avait pas Curry le plus haut sur leur board en termes de meneur, et peut-être même qu'ils avaient un autre meneur devant. Mais que s'est-il passé? Les Wolves ont pris 2 meneurs en back-to-back. Les fameux Ricky Rubio en 5, puis en 6, ils ont pris Johnny Flynn, parce qu'on savait que Rubio ne viendrait pas de suite, donc ils ont pris un autre meneur en attendant. Voilà, ça se trouve, si Johnny Flynn n'avait pas été pris et que les Wolves avaient pris quelqu'un d'autre, peut-être que les Warriors auraient pris Johnny Flynn, et donc on aurait peut-être eu ce mariage au final entre Curry et Mike D'Antoni. Ça aurait peut-être tout changé pour le coup. Mais bref, donc voilà un peu dans le contexte dans lequel il arrive, plus évidemment, au-delà de défense, meneur de jeu, etc., l'aspect aussi de petite fac. On l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est quand même une petite fac. Alors, il a réussi à faire des merveilles, mais vous voyez qu'il y a quand même toujours ce truc de bon, on est quand même plus confiant si tu fais des telles stats à Kentucky, à Duke, à Kansas ou un truc comme ça, un gros programme, face à un niveau de compétition qui est très élevé pour la NCAA, plus que tu fais des petits stats sympathiques, mais dans une petite fac, face à un niveau de compétition qui est plus petit. Et sans aller jusqu'à Lillard, qui en 2012, Lillard, on l'avait bien dit, fait contre des petites facs, des performances, donc on se dit, mais qu'est-ce que ça vaut? Voilà, il y a d'autres prospects comme ça sur des conférences un peu moins majeures, et on se dit toujours... ok, mais quid de passer les étapes, quoi. Et en fait, c'est aussi un des trucs avec Curry. On en avait parlé aussi quand on a fait le top 100 de la décennie dès 2010. On avait dit ça d'ailleurs également avec Antoine à l'époque. L'aspect sur son cas, c'est un peu la météorite des années 2010 pour moi. Et c'est un mec qui arrive à chaque obstacle, il le fait tomber. Et à chaque fois, on se dit, ah non, mais celui-là, il va pas le passer d'obstacle. Celui-là, c'est trop haut. Et à chaque fois, boum, boum, boum. Et jusqu'aux hauteurs qu'on connaît, c'est-à-dire plus haut que personne n'a jamais allé, quasiment. Donc, en fait, le côté passer les étapes vient même de la fac. Petite fac, on se dit, pour la NBA, ça va pas passer, finalement ça passe, on se dit, ouais, mais pour être star, ça va pas passer, finalement il l'est, ensuite, ouais, mais MVP, ça va pas passer, et puis il l'est, et puis ainsi de suite. En fait, toutes les limites qu'il a eues ou qu'on pensait qu'il aurait, à chaque fois, l'obstacle, il a surmonté. Donc c'est aussi le secret d'un Curry, c'est que c'était totalement fou. Je pense qu'on est aussi un peu dans le cas, est-ce qu'on est sur mauvais scouting, est-ce qu'on est sur développement sorti nulle part, je pense qu'on est peut-être sur le cas de plutôt scouting mauvais, de par contexte particulier et de par le fait que on n'était pas encore dans la NBA d'après, mais la NBA d'après elle allait être créée justement en partie par lui, donc c'est là aussi où finalement on peut pas trop reprocher, parce que à l'époque il y avait un peu ce consensus sur on sait pas trop quoi en faire, mais le consensus
entier sur, finalement, c'est pas un d'élite, c'est pas un pour sûr numéro 1 de draft ou quoi que ce soit, quoi. Parce que, comme dit, c'est le meilleur dans l'ère d'après, mais l'ère d'après n'existe en partie presque que par lui. Donc il y a ça aussi. Donc c'est pas tant que ça que c'était un shooter moyen qui est devenu un shooter élite, au cas où vous posiez la question. Non, c'était déjà un mec qui était élite de chez élite à l'époque, qui même déjà en NCAA était sur des volumes totalement dingues de 3 points par match, efficacité 41%, 42%, ça va être le meilleur de l'histoire par la suite, mais même à l'époque donc avec des pull-up à 3 points. Pareil, en termes de marqueurs d'époque, vous avez vu quand on parle de sélection de tir, on va y revenir, mais non mais voilà, le coup de la petite fac aussi se rajoutait là-dessus, et d'ailleurs, au passage, le succès de Curry à Davidson fait que son petit frère, Seth Curry, lui, il a eu un peu le bénéfice du doute et donc il est passé après. Et c'est carrément Duke qui est allé le chercher. Voilà, Duke, entre guillemets, de par le simple succès de Curry, il y avait un peu moins de peur peut-être et donc il a eu la chance, Seth Curry, que Duke vienne un peu lui mettre une offre, quoi. Mais voilà, vraiment, c'est le point clé pour moi, c'est que c'est une ère où le shoot n'est pas primordial. Et je parle même pas forcément encore des pull-ups, même le shoot de manière générale. Et même des mecs qui ensuite ont brillé dans les années 2010, par exemple les meilleurs de l'histoire, les J.J. Redick ou les Kyle Korver, finalement ils se font drafter mi-2000 ou même tôt dans les 2000, et ça reste des role-players pendant très longtemps. Je veux dire, le cas de Kyle Korver, il est quand même assez marquant. Korver, c'est un joueur un peu gadget aux Sixers au tout début, etc. Et en fait, il devient star, en tout cas un peu plus majeur, qu'au tournant des 2010. Et encore même assez tard, c'est mi-2010 avec Atlanta, etc. Mais il y a ce côté-ci également c'est le shoot en général qui n'était pas primordial. Pas encore. On a eu les Suns, 2005, avec D'Antoni, etc. Il y avait des équipes qui le faisaient. Très tôt, Don Nelson, les Warriors de Don Nelson d'ailleurs au passage, qui étaient joués très petits avec du shoot, etc. Par la suite, Orlando, en 2009, de Stan Van Gundy, qui est peut-être le pionnier oublié de cette histoire, de toute cette évolution de jeu. Je pense qu'Orlando est un des vrais pionniers, un peu passé à l'as, dans la mémoire collective, on va dire. D'Antoni, on en a parlé. Les Rockets de Daryl Morey, qui ne le faisaient pas avec des équipes qui étaient top ou élite. C'est l'époque où ils avaient McGrady et Yao Ming encore, mais sauf que souvent ces mecs étaient blessés. Mais eux avaient quand même compris, les Rockets, avec Morey, les analytics, l'aspect du 3 points qui était important. Plus, voilà, même il y avait des Ray Allen à l'époque. Ray Allen, c'est beaucoup de pull-up à 3 points. Mais globalement, c'est pas une ligue qui shootait beaucoup. Donc forcément, dans ce contexte-là, un profil qui shoot n'est pas autant valorisé qu'aujourd'hui dans une ligue où on dit mais oui, mais le 3 points, c'est fondamental parce qu'on a besoin de l'espace du 3 points pour ensuite aller à l'intérieur, etc. Donc en fait, le même profil, vous le mettez en 2025, évidemment, qui va être beaucoup plus valorisé pour ses forces. Alors qu'à l'époque, non, c'est pas une ère du shoot. Mais comme dit aussi, l'ère du shoot qui est venue après, c'est aussi lui qui a participé à la changer. Alors après, c'est vrai que parfois on a tendance à limiter ou à synthétiser ou caricaturer, et je comprends de dire que Curry, c'est la révolution du 3 points en tout et pour tout, presque quasiment. Alors que oui, il a été un acteur principal dans certains domaines, mais c'est vrai que le 3 points serait venu même sans Curry en fait. Je pense que c'est un peu ça l'idée qu'il faut retenir et qu'il faut dire pour être totalement juste, c'est que il en est devenu le symbole ultime parce que c'est le meilleur shooter de l'histoire. Donc quand tu as une révolution du shoot qui est impulsée un peu par lui et qui, en tout cas qui est portée plutôt un peu par lui et qu'il en est le meilleur, etc. Oui, il va en devenir le symbole. Mais comme dit aussi, je pense que si Stephen Curry n'existe jamais, on a quand même la révolution analytics dans le basket parce que elle avait déjà commencé dans le baseball, elle s'était un peu transposée. Donc les gens savaient qu'il fallait shooter de plus en plus de 3 points. L'intérêt de l'espace, Mike D'Antoni, c'est 2005. Curry, il n'existe pas à l'époque. Mike D'Antoni, les Rockets, tout l'espace analytics. Orlando, 2009 et toute cette période de Van Gundy, c'est pareil. Curry n'existe pas vraiment et pourtant, il y a des équipes qui le font. Donc je pense que la révolution serait venue de toute façon. Donc c'est pas exact au sens un peu scientifique de révolution égale Curry, mais je comprends aussi à quel point et pourquoi est-ce que ça en est devenu aussi le symbole. Et notamment, il y a un point sur lequel il est plus qu'un symbole, il est peut-être un acteur majeur en termes de causalité, on va dire, c'est le pull-up. Vraiment, le pull-up à 3 points. Je pense que, pour revenir un peu à l'article, on nous dit, voilà, la sélection de tir, elle est pas top, au final. Comme il peut mettre parfois des tirs compliqués, il prend des tirs qui sont affreux par moment. Voilà, le terme est dit, pour le coup, et qu'il s'en fiche même, on a l'impression qu'il s'en fiche, etc. Mais c'est là où il y a une mésentente qui est totale. Déjà parce que malgré, entre guillemets, la mauvaise sélection de tir, il avait des pourcentages de fou, à la fois à 3 points, mais même au général, en termes d'efficacité, ça a toujours été... C'est un monstre, c'est le monstre d'efficacité de l'histoire de la NBA, ou pas loin, avec Jokic peut-être, ou LeBron, ou des mecs comme ça. Durant aussi, pardon, on va pas oublier Durant. Donc ok, c'est un monstre d'efficacité générale, mais pour le coup, il était déjà à l'époque. C'était déjà à l'époque un mec très fort, très efficace. C'était pas grand-chose, et c'est devenu, il a évolué en carrière, non. Le avant-après, même au niveau avant, il était comme ça.
Donc déjà, premièrement, le côté mauvaise sélection de tir, bon, bah, ça se ressent pas trop, hein, parce que, parce que les chiffres sont quand même là. Mais surtout, je pense que Curry a participé à changer totalement la perception de ce qu'était une mauvaise sélection de tir. Parce que à l'époque, vraiment, le pull-up à 3 points, aujourd'hui, c'est banal. À l'époque, c'est un mauvais tir pour quasiment tout le monde. Et même, ça l'a été dans l'esprit de beaucoup, et moi compris, nous compris, même sur les codes des parquets, pendant finalement assez longtemps, même donc début 2010, début décennie 2010, nous on est là et on dit ouais, alors les pull-up à 3 points, à moins que tu sois Stephen Curry, c'est pas trop un bon tir, quoi. Et en fait, en vérité, bah, c'est quand même intéressant parce que tu perds quelques points de pourcentage en termes de voilà, tu joues à 38 plutôt qu'à 41%, sauf que tu as un point de bonus à chaque fois, c'est 3 plutôt que 2. Donc je pense que là-dessus, Curry a pour le coup, autant la révolution générale, non, il faut de l'espace, il faut des shooters, et l'espace permet d'aller à l'intérieur, etc. Ça pas tant que ça. Par contre, sur le pull-up, ça a été un acteur majeur de faire changer les mentalités, en fait. Et ah ouais, en fait, ce tir, bon, en plus, aussi parce que lui, il a mis un tel taux que c'est ça qui a permis de faire casser les barrières, en vérité. Ça reste un tir qui est intéressant, même pour un shooter qui est moyen ou moyen bon. Il vaut mieux parfois reculer d'un pas pour gagner un point en plus plutôt que rester à l'intérieur et shooter un peu mieux, mais pour moins de points au final. Donc même pour des joueurs comme ça, c'était intéressant. Mais il y a quand même cette barrière mentale de ouais, mais non, le pull-up à 3 points, non. 3 points catch and shoot, d'accord. Mais pas le pull-up à 3 points, pas le 3 points en sortie de dribble. Et il était tellement fort que ça a permis un peu de faire tomber cet a priori et de totalement faire changer en fait ce truc-là. Après, pour moi, il y a, vu qu'on est un peu sur le shoot, on peut y aller. Bon, on démarre l'histoire en termes de pourcentage, zone 42, 43, 44%. Et comme j'aime bien rappeler aussi, j'en ai parlé d'un des premiers épisodes du Basket Lab, mais donc pardon pour les répétitions nombreuses depuis 4-5 ans. Mais c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a le même écart entre 36% la moyenne et 40% qui est déjà la barre symbolique des shooters d'élite. Donc 4% d'écart entre ça. Et ensuite, 40% déjà la barre des shooters d'élite et 44% que vont taper parfois des Curry, Korver ou JJ Redick ou des mecs comme ça. Donc c'est pas juste que le mec était bon, c'est le mec était bon au même niveau que qu'il y a d'écart entre élite et moyen. C'est quand même fou, et là où c'est d'autant plus fou, c'est que on va pas dire que Redick et Korver c'est que des mecs de catch and shoot, il y a aussi du mouvement. Tout l'intérêt c'est que c'est un mouvement, c'est en sortie d'écran off-ball, etc. Mais chez Curry, c'est du pull-up aussi en majorité. Et pareil, je parle de Korver et Redick, mais on a un cran en dessous, un chouïa en dessous, il y a des mecs comme Buddy Hield, il y a des mecs comme Klay Thompson, il y a des mecs comme mais plutôt pareil, un peu jeu off-ball, on va dire. Même si en mouvement, mais jeu off-ball. Curry, c'est le meilleur shooter de l'histoire, en plus avec un régime de tir qui est plus compliqué que ses pairs. Et à l'inverse, les mecs qui ont son profil de tir, ils sont pas au 44 ou au 43, ils vont être autour des 37-38, quoi. Harden, c'est un peu l'idée. Même, je pense qu'en un sens, Lillard, c'est un peu l'idée aussi. Je pense que Lillard, et même Kyrie, Kyrie et Lillard, qui sont peut-être le truc le plus proche de Curry, eux, ils sont sur des... En général, je crois que Lillard est à 37, Kyrie est autour des 40% en carrière. Donc tout de même, c'est vrai que Irving est un chouïa au-dessus, mais voilà, il est pas non plus au 43-44, quoi. Donc ça, c'est totalement fou. Mais, disais-je, il y a une énorme mésentente pour moi sur Curry, aussi parce qu'il y a ce symbole du pull-up à 3 points. Mais en fait, la force de Curry, c'est pas que le pull-up à 3 points. Et même une grande partie, une immense partie de sa valeur, c'est pas que le fait de prendre ce tir en sortie de dribble de loin. Une énorme partie, c'est le jeu indirect. C'est la création offensive indirecte. Non pas création offensive directe avec ballon, pick and roll, drive, etc. C'est le fait que son shoot est la fondation absolument capitale et inédite d'une création off-ball, d'une création indirecte, un peu d'ailleurs à la Reggie Miller, qui était comme ça un peu à l'époque aussi. Et en fait, c'est ça Curry. C'est ça son vrai pouvoir magique pour moi. Parce que, oui, c'est très bien de dégainer des pull-ups de très loin, d'accord, mais sur la consistance d'un match, il n'y a rien qui crée plus de décalage et qui donc crée plus de jeu pour le collectif et d'ouverture au panier, etc., que Curry qui est off-ball et qui bouge partout. Donc là-dessus, c'est peut-être un peu le côté, je veux dire, la mésentente à propos de sa valeur, c'est que c'est pas que du avec ballon, quoi, c'est pas que du crossover pull-up. Il y a aussi cet aspect de tout le temps bouger, de la motion offense, qui donc va mettre un peu ce joueur en mouvement tout le temps. Il est inarrêtable, il a un cardio de fou, il a aussi cette mentalité, comme dit, c'est ce qui est un peu unique. Je pense pas que même des mecs très bons et très respectables et très altruistes, Doncic, LeBron ou Harden ou des mecs comme ça, même eux, je pense pas qu'ils accepteraient d'être à ce point off-ball aussi longtemps. Et je pense qu'un mec comme Curry, c'est aussi une anomalie de ce point de vue-là, parce que il accepte, et ça lui va totalement, d'être sans ballon. Et parfois, on va le voir, sa création collective, on va se dire, ouais, mais il est que à 5 à 6 par match, ou 6 par match, c'est pas la folie pour créer du jeu pour autrui.
Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut mesurer. Parce que dans une action typique des Warriors, en fait, on a Curry qui sort d'écran sans ballon, Draymond porte la balle, et le fait que Curry sorte immobilise les deux défenseurs de l'écran, off-ball, et donc la balle passe de Draymond, qui a la balle de base, il passe vers le poseur d'écran qui tout seul peut plonger au panier. Donc là, en théorie, enfin non, en pratique, je veux dire, on a Curry qui n'a pas touché le ballon, qui n'a aucune ligne de stats en termes de assist ou de points, mais c'est lui qui a créé le jeu. Donc c'est aussi pour ça que, comment est-ce qu'on contourne un peu ce truc-là, il faut regarder non pas des stats de production individuelle, mais les fameux on-off, ou en tout cas les fameux scores de à quel point l'équipe performe quand lui est sur le terrain. Et là-dessus, c'est vrai que la présence de Curry coïncide toujours avec des scores offensifs qui sont très hauts, parce que voilà, il attire des gens loin du panier avec cette menace de shoot. Donc voilà, le pull-up, oui, mais pas que en vérité. Pas que, et même principalement pas que le pull-up. Après, ce qui est aussi assez fascinant, c'est que c'est un peu le premier, quoi. Alors, pas totalement le premier, parce que il y a des mecs comme Ray Allen qui faisaient ça depuis longtemps, et de prendre des pull-ups à 3 points parfois, ou ce genre de jump shot en sortie de dribble lointain, on va dire. Donc c'est pas le premier totalement, mais c'est le premier symboliquement qui pousse le bouchon aussi loin, on va dire. Mais c'est vrai que ce qui est assez fascinant, et l'article en parle, c'est de dire, vu qu'il est à Davidson, c'est un peu le seul talent de l'équipe et que tout le monde est sur lui, pour avoir des tirs ouverts qu'il n'obtenait jamais, des tirs ouverts en quantité et en qualité, il a dû devenir un shooter de pull-up, un shooter en sortie de dribble. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez fascinant, parce que de se dire que ces circonstances-là, qui peut-être, alors c'est peut-être pas que ça, mais qui peut-être en partie ont donc accéléré le Stephen Curry qu'on connaît, et donc ce fameux pouvoir de en sortie de dribble à ce point qu'on connaissait quasiment pas dans l'histoire de la NBA. C'est quand même fou, quoi. En fait, c'est l'illustration de... c'est quoi la phrase? Je crois que c'est en anglais, là. Necessity is the mother of invention, quoi. Rien de mieux que la nécessité est la source et à la base des inventions, et c'est totalement ça. En fait, on a un talent de shooter à 3 points qui, peut-être que s'il avait été à Duke, peut-être que s'il avait été à Kansas ou à North Carolina, il aurait peut-être été plus utilisé off-ball avec des créateurs à côté, qui juste, comme d'autres créateurs sont capables d'avoir la balle et de lui générer des bons tirs, des bons catch and shoot, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'accélération à ce point de ce développement de ce tir-là. Et là, c'est quand même marrant de voir que c'est parce qu'il est dans une petite fac où personne ne peut lui obtenir des bons tirs assez, qu'il a aussi développé cet aspect de attends, le 3 points est d'élite, j'ai envie de l'utiliser, mais personne ne peut me servir pour le faire. Il faudrait peut-être que je m'amène moi-même sur ces tirs. Si je ne peux pas rester off-ball et qu'on me donne un catch and shoot pour un tir de qualité parce que je suis trop surveillé, il faut que moi-même j'y arrive sur ces tirs-là, donc le dribble et donc le tir en sortie de dribble. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez marquant cette notion de l'adaptation qui est un peu la clé du développement de Curry, parce que certaines circonstances, et c'est aussi pour ça qu'il a cette arme-là, parce qu'il y avait un besoin quelque part d'aller exploiter une force et que cette force n'était pas exploitée. Donc comment est-ce que je peux faire? Mais bref, c'est quand même un point central, je pense, avec Stephen Curry, vu qu'on parle de pull-up. Et puis voilà, pour parler un peu de shoot d'un point de vue scouting aussi, je pense que on a un peu le jackpot total, mais parce qu'on a tous les éléments qui viennent ensemble. Mais c'est normal, quand tu as le meilleur de l'histoire, vraiment le meilleur de l'histoire, tu peux pas juste avoir un élément sur 2, ou 2 sur 3, ou 3 sur 4, ou 2 sur 4 qui sont bien, ou genre, ah tiens, ça tombe du bon côté. Non, quand tu as le meilleur de l'histoire, c'est que tout est tombé du bon côté. De la même manière que d'ailleurs, quand tu dis Michael Jordan, c'est peut-être le meilleur de l'histoire, ou LeBron James, c'est à la fois du talent pur, de folie chez LeBron et Jordan, et en plus des monstres de travail. Un mec qui a que un des deux, il ne devient pas le meilleur all-time. Alors que Jordan et LeBron, c'est ça, c'est les deux à la fois. Et je pense que Curry, c'est un peu pareil sur le tir, en fait. C'est-à-dire que c'est le jackpot total avec tous les voyants qui sont au vert en même temps. C'est-à-dire, d'abord, capacité de travail de fou. Ça, c'est... Autant on dit que de base, c'était un bon shooter, même très jeune, donc, mais tout de même, la capacité de travail générale de Curry est totalement folle. Mais donc ça, premier élément. Deuxième élément, le capital génétique. Et je ne dis pas ça parce que c'est le fils de Del Curry, d'un ancien NBA. On peut le dire pour tous les joueurs. Je veux dire, c'est pas spécifique à des fils d'eux. C'est le capital génétique, c'est dans le sens où, en fait, tout le monde ne part pas avec les mêmes dispositions et prédispositions à certains trucs. C'est ça l'idée. Notamment, en termes de profil physico-athlétique, tout le monde n'a pas, par exemple, la même coordination, la même charpente de base. Tout le monde n'a pas les épaules aussi larges ou autant de puissance. Et ça peut se retrouver, ça c'est un peu, ça se voit à l'œil nu, mais ça se répercute aussi sur d'autres trucs. Tous les enfants ne sont pas les mêmes à l'école, on n'a pas la même capacité de comprendre très vite les cours de maths ou d'histoire géo en 5e. Voilà, c'est très très basique, tout le monde n'a pas le même capital génétique de base. Or, en l'occurrence, je pense qu'il y avait quand même plutôt des bonnes prédispositions dans la famille Curry
pour le shoot, et vu à quel point ça se transpose très bien entre donc, le papa et les deux fistons, et puis on verra peut-être pour la génération d'après. Mais voilà, c'est pas que, parce que je sais qu'il y a aussi l'argument de oui, mais c'est un fils de riche, donc il a pu bosser avec les conditions idéales, etc. Bon, sans doute que ça a pu aider en un sens, même si il y a aussi, enfin, littéralement, 90% de la ligue, c'est aussi beaucoup de contre-exemples des mecs qui sortent de nulle part, de milieux très modestes, et pareil, en fait, dans tous les sports. Donc, à quel point cet argument, il pèse, peut-être en partie, mais je pense que plus important que le fait que Del Curry était riche, et que donc, il pouvait l'emmener à la salle, et bon, il connaissait du monde, et donc il a pu avoir des jolis ballons. Je pense que c'est surtout le meilleur héritage de Del Curry, pour le coup, c'est plutôt donc, dans ce capital génétique. Donc, parlons-en. Au-delà parfois des aspects évidents, il y a aussi des trucs un peu cachés, notamment, donc, on peut commencer, la coordination main-œil. Ça, c'est la base de shooter, c'est la base de la précision en général. À quel point le cerveau et l'œil sont un peu ensemble pour dire, bah tiens, mon œil, il voit que la cible, elle est ici, à quel point le cerveau, il va bien donner l'information et bien scanner pour donner l'exécution du geste. Tiens, il faut que je dose à ce point. Donc, il y a ça, coordination main-œil, qui est la base de tout shooter précis, on va dire. La mémoire gestuelle aussi, dans le sens où tout le monde n'a pas la même capacité de, par exemple, chacun fait 2000 ou 5000 tirs d'entraînement à la salle. Tout le monde n'a pas la même capacité de répéter le geste aussi vite, aussi bien, ou certains vont répéter un geste parfait 70% du temps, certains 75%, d'autres 90%, d'autres à peine 30%. Donc voilà, c'est un truc un peu automatique, le shoot, c'est de la mémoire gestuelle. Plus t'en fais, mieux tu y arrives. Mais il y a aussi ce côté, dans tous les contextes, tout le monde n'a pas la même capacité à reproduire bien le geste. Le cerveau, il dit, ok, je shoot, mais ensuite, les bras, on n'est pas conscient de ce qu'on fait concrètement. Alors parfois, on l'est, à l'entraînement, on bosse sur ça. Mais dans l'exécution en match, t'as pas ce côté, alors il faut que je bien... Attends, arrêtez-vous, je mets mon pied ici, il faut bien que je m'aligne, le bras. Donc il y a aussi un côté où tout le monde n'a pas la même capacité de mémoire gestuelle. Donc ça, c'est aussi un élément un peu sous-côté de son capital génétique. On peut parler de biomécanique aussi, je pense, la manière dont certaines articulations bossent mieux que d'autres, etc., de la poussée des jambes, des bras, enfin bref, plein de trucs, et puis le toucher aussi, on va en parler. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui ont été une espèce d'héritage génétique, et bon, éliminons un peu le papa de l'équation si vous voulez, si ça vous dérange un peu. Juste, comparé à d'autres joueurs, par exemple, il a de base certaines prédispositions au shoot qui sont très très hautes. Et qu'en fait, oui, il a beaucoup bossé, mais imaginons que Bismack Biyombo, ce soit le vrai faux jumeau de Stephen Curry, et qu'on le fait bosser, il fait exactement partout pareil comme lui depuis qu'il a 5 ans jusqu'à 25, et il va à la salle partout, il prend le même nombre de tirs. À la fin, Bismack Biyombo, même quand il est de travail, n'aura pas un jump shot aussi beau et aussi efficace que Curry. Parce que le travail n'est pas la seule donnée du problème, en vérité. Donc ça, je pense là-dessus, c'est un peu le jackpot total, parce que c'est, on va dire, le talent pur, on peut l'appeler comme ça aussi, talent ou inné, le inné par de très haut, plus aussi donc le travail, le acquis. C'est un peu le meilleur des deux. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de raccourci. Pour les meilleurs des meilleurs des meilleurs, il n'y a pas de raccourci, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est surtout ça qu'il y a à retenir. Et notamment, parce que vu qu'on parle un peu de mécanique, c'est vrai que il a une mécanique un peu particulière, Curry, qui est pas du tout, là encore, bon, aujourd'hui on oublie, mais à l'époque on en parlait un peu de ce côté. Alors la mécanique, elle est pas si, elle est un peu atypique, même des trucs qui sont ressortis de plus tard, imaginez, il y a tel GM ou tel truc qui avait dit à l'époque, ouais, il faut que Curry change sa mécanique de tir. Mais c'est vrai qu'elle est un peu atypique, et que contrairement à des petits un peu normaux, on va dire, ou en tout cas à la norme, plutôt la norme des petits extérieurs, à l'époque c'était beaucoup de jump shot, littéralement le jump shot, un peu à la Michael Jordan, voilà. Donc je m'élève verticalement le plus haut possible, la verticalité, l'élévation sur le jump shot, et arrivé en haut du saut, je relâche. Le jump shot. Curry, c'est pas ça. Curry, on a déjà parlé dans l'épisode avec Lillard, puisque les deux se ressemblent un peu. Curry, c'est plutôt une mécanique un peu en set shot, où finalement c'est aussi de là que vient toute la puissance du tir, et donc cette portée de tir très lointaine, parce qu'il peut générer beaucoup d'énergie dans ce ballon et dans ce tir. En fait, la poussée des bras se fait en même temps que la poussée des jambes. Donc il n'y a pas un jump shot, il n'y a pas un Curry qui, hop, je sente en l'air, et en haut du saut, je relâche. Ça, c'est plutôt Klay Thompson ou Ray Allen. Jump, et tout en haut, magnifique, académique, hop, je relâche le tir. Curry, c'est plutôt, je charge en même temps et je relâche en même temps, les bras poussent sur le ballon en même temps que les jambes. Et donc, conséquence, comme dit, quand tu combines les deux à la fois, finalement, tu mets plus de puissance que quand tu fais d'abord le saut, et quand tu as une certaine stabilité et que l'énergie, donc, elle est un peu perdue, tu es obligé de pousser ensuite avec les bras. Voilà, quand tu fais les deux en même temps, tu as plus de puissance. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça, vous allez me dire? Mais parce que plus de puissance veut dire aussi moins de précision, forcément. Donc, c'est aussi là-dessus où la précision, coordination main-œil d'un Curry vient un peu sauver tout ça, un peu comme avec Lillard. Ça, c'est quand même assez fou de voir que c'est là encore le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il a une mécanique qui va donner beaucoup plus d'énergie au ballon, mais il a aussi la capacité à
faire baisser l'inconvénient de cette mécanique, c'est-à-dire l'imprécision. Et donc là, c'est c'est là-dessus que c'est totalement fou. Et puis, autre point commun avec Lillard, c'est le côté, finalement, de par cette mécanique des jambes, on va dire, il y a aussi le set point, c'est-à-dire à quel point, où est-ce qu'il place le ballon au niveau de son jump shot, il est très proche de l'œil. Voilà, très proche de l'œil, donc ça aide beaucoup aussi en termes de coordination main-œil, mais là encore, c'est une mécanique qui en soi, mécanique des bras, et un set point, où est-ce que le ballon est, qui est très atypique, parce que voilà, la façon, on va dire, académique à la Klay Thompson, ou Devin Booker, ou Ray Allen, c'est je saute, mais surtout les bras, c'est l'angle, vous savez, l'angle des bras à 90. Le bel angle des bras à 90, donc le bras tout droit, parallèle au sol, l'avant-bras, hop, qui est perpendiculaire au sol, et le ballon bien haut comme ça. Et Curry et Lillard, c'est pas ça. Curry et Lillard, ils arrivent aussi à maîtriser toute cette énergie, donc cette imprécision, de par, en fait, j'ai le ballon très proche de l'œil, donc j'arrive mieux à viser, etc. Donc c'est quand même, là-dessus, c'est quand même assez atypique. Et l'autre clé aussi, c'est pas que la mécanique en soi, c'est à quel point elle est rapide, la mécanique. C'est ça qui est la clé, parce que on a quelqu'un qui, du fait de ce set point qui est très bas, donc littéralement au moment où il charge le saut, le ballon est proche de l'œil, donc forcément c'est un peu bas. Donc quel est le secret pour que le ballon puisse partir face à des défenseurs très grands, très longs face à toi? Il faut que tu le fasses partir avant qu'il puisse réagir. Donc la rapidité du tir est un peu la clé, et c'est comme ça qu'on a ce jackpot total, mais qui en fait c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est pas répliqué et peut-être pas réplicable. C'est que ne serait-ce qu'avoir cette mécanique, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Mais il n'y a pas de hasard, hein. Si c'est les mecs qui ont la portée de tir la plus grande de l'histoire, ou dont on parle à chaque fois, pour moi, ils tirent depuis le logo, c'est Curry et c'est Lillard. Il n'y a pas de secret. Mais là encore, Lillard, en carrière, on est à 37%. Parce que oui, il y a des pull-ups, tirs compliqués, etc. Mais Lillard, on a encore un écart énorme en termes de niveau de shooting pur, on va dire, avec Curry. Lillard, c'est 37. Curry, en carrière, on est à 42. Ça n'a rien à voir, quoi. Et notamment, puisqu'on parle un peu de shooting pur, les deux font le même geste, mais l'un a plus de précision pure que l'autre. Le toucher aussi. Je pense que le toucher, c'est un point du profil qui n'est pas trop évoqué dans le scouting report, mais le avant-après est quand même assez notable. En fait, il a, je pense, le meilleur toucher de l'histoire de la NBA. Et quand je parle de toucher de balle, c'est la précision pure, le doigté de la main, à quel point tu es habile, et voilà, ce côté très soyeux de déposer des ballons, les lay-ups, les jump shots, vraiment la précision pure, on va dire. Et c'est vrai que pour moi, Curry et Jokic, c'est peut-être les deux qui ont le meilleur toucher de balle de l'histoire de la NBA. On en parlait un peu hier avec Jokic notamment. Mais c'est quand même assez bluffant et ça sort pas de nulle part. Donc, disais-je, cet écart d'efficacité entre Lillard et Curry, c'est qu'il y en a un qui a un doigté qui est juste phénoménal, quoi. Et d'ailleurs, ça s'applique partout, à la fois sur les flotteurs, à la fois sur les scoop shots, sur les lay-ups, sur les jump shots à 2 points, à 3 points. C'est la fondation ultime. Et donc, vu que tu as ça, tu as cette fondation qui est la base de tout, et tu l'as à un niveau qui est meilleur que tout le monde. Bon, voilà comment est-ce qu'on explique. D'ailleurs, enchaînons un peu, on a passé beaucoup de temps sur le jump shot, mais le drive aussi. Le drive s'appuie beaucoup sur ce toucher pour à la fin finir les actions. Mais je pense qu'il y a un aspect il y a deux aspects sous-cotés chez lui. Premièrement, le dribble. Je pense que le dribble, voilà, notamment un mec comme Kyrie Irving, il y a des moves plus flashy, on va dire, où il y a des mecs comme ça qui ont crossover, etc., et qui ont un peu cette image de streetball ou autre. Curry, c'est moins flashy totalement en mode waouh, le crossover à la Iverson qui fait 4 mètres de distance entre le ballon à droite et à gauche, ce genre de choses. Mais le niveau de dribble est totalement dingue. Et d'ailleurs, je dis c'est pas sexy, c'est pas flashy, mais il y a quand même 2-3 highlights absolument phénoménaux, hein. Le double dribble dans le dos là, contre Chris Paul en 2014. En 2015, vous savez, là dans les petits espaces contre les Clippers où il passe d'un côté, de l'autre, il se retourne et hop, il dégaine le tir par-dessus d'Andre Jordan. Je crois que c'est en 2015 ça, où on voit Steve Kerr qui se prend la tête. Non, et en fait, oui, si, le tir est rentré. Donc il y a des moves de fou, mais à quel point est-ce que le dribble, il maîtrise son dribble, c'est-à-dire compact, proche de lui en faisant rebondir le ballon, proche du sol aussi. La maîtrise est totalement dingue. Plus, ça lui permet aussi d'avoir une vivacité avec ballon qui est folle, quoi. Parce que il n'a pas le premier pas au démarrage, d'accord. En même temps, bon, c'est pas très grave quand tu as d'autres atouts de type la meilleure gravité de l'histoire de la NBA en termes de shoot, hein, donc les mecs vont être très hauts, donc tu n'as peut-être pas besoin du premier pas. Mais donc, disais-je, sur tout ce qui est changement de direction, changement de rythme, finalement, il peut être très très vif, balle en main, parce que il maîtrise à ce point le ballon. Donc ça, c'est, je pense, assez sous-coté chez lui. L'autre, qui est un peu sous-estimé à mon avis aussi, le développement athlétique de Curry est totalement phénoménal. Parce qu'à l'époque, autant je pense que déjà en 2009, c'était un shooter d'élite, donc là-dessus, c'est pas tant que le shoot a évolué sur le avant-après, autant le profil physique, il y a un travail phénoménal qui a été fait aussi. Pas qu'en termes de skills, pas que le dribble, mais le gain de puissance en soi et d'épaisseur, c'est la folie. Et il peut briller, il a brillé pendant longtemps, même sans ça.
C'est-à-dire que ça pouvait être un bon driver, même un très bon driver. 2013, quand il commence un peu à exploser, 14, 15, 16 même, la saison de milieu. Bon, au final, il n'est pas si épais que ça. Hein. Et en fait, il réussit les drives parce que le toucher est tellement soyeux à la fin qu'il shoot dans n'importe quelle position proche du panier dans la raquette, ça rentre. Voilà, c'est un peu l'idée. Par contre, la version un peu 2.0 qu'on a eu après, vers fin 2010 et début 2020, notamment le titre, hein, c'est peut-être le paroxysme, mais vous voyez un mec qui est tellement costaud, quoi. Et donc, ça lui offre aussi une capacité d'encaisser les contacts, et je pense que c'est dans cette période qu'il a été le meilleur driver de sa carrière, en fait, où il a pu flirter avec tout l'eau du classement. Là, depuis 2-3 ans, il y a un peu moins de jus parce qu'il a 37 ans, il faut quand même le rappeler, ou 38 même. Donc oui, le drive baisse un peu depuis 2-3 ans, mais on a eu une période début 2020, 2021, 2022, 2023, c'était complètement dingue, quoi, en termes de puissance aussi, quoi. Donc c'est, voilà, développement athlétique assez fou. Le dribble, on l'a dit. Lancer franc, en effet, c'est vrai que finalement, ça n'a jamais été un mec d'élite au niveau de lancer franc, mais on a déjà aussi beaucoup parlé de ça, le fait que c'est pas tant... Alors, au début, c'est une question d'épaisseur et de puissance, mais c'est aussi son style de jeu. Vu qu'il est tellement adroit et qu'il peut rentrer tous les types de tirs dans n'importe quelle position parce que toucher de balle, il va pas attaquer le contact. Vu qu'il sait qu'il peut prendre le tir et même les mettre, il n'y a pas ce côté j'ai besoin d'attaquer et de provoquer une faute pour me sortir de la situation, un peu à la Westbrook ou des mecs comme ça. Non. Du coup, c'est vrai que ce profil a tendance, hein, les Kyrie, les Curry, les Jokic, c'est pas des monstres de lancer franc parce qu'ils peuvent faire autrement, donc ils vont pas forcer le contact. Donc ça, c'est aussi un point, mais au final, ça a très peu importé. Hein. On a quand même eu un joueur tellement génial, même sans 10 lancers francs par match, au final. Et puis même, je trouve que le développement de ce drive a créé tout de même un certain équilibre entre drive et shoot, et ce qui donc a rendu service au pull-up, et le pull-up a rendu aussi service au drive, donc voilà, vice-versa. Mais autre point, le passing. Le passing, c'est vrai que, donc on dit, il fait cette dernière année à Davidson, il joue meneur parce que le senior qui jouait meneur avant est parti, donc voilà, il y avait ça aussi. Hein. Une seule année de vrai meneur, c'était pas rassurant. Peut-être s'il avait fait 3 ans en tant que vrai meneur de jeu, ça aurait rassuré les mecs et les GM et la draft, mais pour le coup, c'était pas le cas. Mais tout de même, moi je pense que c'est un aspect sur lequel il est très cool, Curry. Et vraiment, et je pense que faut un peu parler d'histoire là pour le coup, enfin de sa propre histoire, je veux dire. Au début, il arrive chez les Warriors, c'est vrai qu'il y a Monta Ellis. Monta Ellis, c'est un slasher. En termes de dimension, c'est plutôt un poste 1, voire même petit poste 1, mais qui joue poste 2, c'est un vrai scoreur. Donc voilà, il joue un peu à côté de lui, qui porte beaucoup la balle. Donc il y a des séquences off-ball. Et puis donc surtout, donc Monta Ellis ensuite s'en va. Il est échangé contre Andrew Bogut, qui va devenir un pivot défensif primordial pour les Warriors sur le titre. Mais surtout, en fait, Mark Jackson, qui est le coach en 2013, Curry explose et les Warriors aussi en 2013. Voilà. Alors qu'il n'est pas du tout appelé au All-Star Game, c'est un peu un scandale à l'époque, je râlais beaucoup là-dessus. Mais grosso modo, voilà, c'est déjà la folie en 2013, un peu l'explosion après en 2012 où il était blessé, donc c'est ça aussi qui a un peu retardé l'échéance, on va dire, mais c'est donc ça, quatrième année à peine, hein, 2013, quatrième année. Donc il explose et à côté, les Warriors avaient ramené un certain Jarrett Jack. Alors Jarrett Jack, qui a fait une bonne petite carrière de joueur pour le coup, qui d'ailleurs depuis maintenant il est assistant coach à Détroit, j'ai envie de dire, il me semble, de mémoire, mais qui était un meneur qui avait jamais non plus fait d'énormes saisons. Voilà, il a fait des saisons un peu titulaires ou à moitié chez les Blazers, à Indiana, une saison titulaire après le départ de Chris Paul chez les Hornets, donc bon, titulaire un peu par défaut on va dire. Voilà, c'est un peu le statut entre titulaire et remplaçant, un peu la Rolls-Royce un peu des backups. Et donc il arrive aux Warriors et il joue en sortie de banc. Mais il joue 30 minutes par match quasiment, Jarrett Jack. Donc c'est quand même un élément hyper important de cette équipe. Et 2013, le fait que Jarrett Jack porte à ce point la balle, ça permettait un peu d'avoir Curry off-ball, justement. Et 2013, c'est la fameuse année où ils vont upset Denver au premier tour. Le Denver sans star, sans Carmelo, mais que des role-players avec Iguodala, qui était un peu la star, mais la star qui prenait 10 points par match, quoi, grosso modo. Ty Lawson et tous les mecs comme ça. Donc ils upset un peu nos amis des Nuggets qui étaient pourtant le 3e seed alors qu'eux étaient 6e. Et puis ensuite ils vont presque faire l'upset contre les Spurs, j'allais dire futurs champions, non pardon, futurs finalistes, merci Ray Allen. Mais même les Spurs à l'époque se disent mais c'est quoi ce truc quoi, Curry, mais qu'est-ce que c'est? Et ça passe pas loin pour le coup, c'est vraiment très disputé et on sait pas comment le gérer, mais aussi pourquoi, parce que jeu off-ball justement. Et le problème c'est que Jarrett Jack, donc sa bonne demi-heure en sortie de banc en 2013, il s'en va. Il s'en va pour 2014 et on n'arrive pas à le remplacer. En termes de roster, il draft Nedovic à la draft 2013, qui est le dernier pick jamais appelé par David Stern. Mais c'est un échec, Nedovic. Et ils font quelques moves aussi dans l'année de type, je crois que c'est Jordan Crawford qu'ils vont chercher à Boston, qui faisait un peu des stats à Boston, mais ils vont le chercher. Grosso modo, 2014, donc en fait, il n'y a plus personne pour faire ce rôle-là. Et donc on retrouve, c'est l'année, je parle de passing, c'est l'année où on retrouve le plus, on va dire, Curry dans ce rôle classique de
porteur de balle, meneur, quoi. Vraiment de meneur avec la balle, 2014. Je crois que, du coup, en termes d'assist, c'est l'année où il doit être à 10 passes par match, un truc comme ça, Curry. Mais parce que on n'avait pas réussi, en 2014, à trouver le porteur de balle un peu secondaire à côté de Curry pour lui permettre de jouer off-ball. Aussi parce que notre ami Draymond Green était que sophomore, du coup, il n'avait pas encore explosé en 2014. Donc voilà, c'était pas pareil. Mais justement, par la suite, non seulement Draymond va exploser en porteur de balle à côté, et puis on ramène aussi Sean Livingston sur l'été d'après. Donc voilà, l'échec d'avant s'est effacé avec un bon profil Sean Livingston. Et puis tout simplement en fait, hein, donc en 2014, j'ai retrouvé, ouais c'est ça, il est à 8,5 passes par match, 24 points, mais c'était des pick and roll, c'est une attaque vraiment très classique hein, de pick and roll et de vrais porteurs de balle, et sans trop ce jeu off-ball. Et sauf que été 2014, Steve Kerr il arrive et il dit mais non, ça on arrête, hein. On va essayer de... Alors c'est bien le côté porteur de balle, mais comme j'ai dit un peu tout à l'heure, la force principale, c'est le jeu off-ball, c'est la menace off-ball, et donc Steve Kerr va totalement déverrouiller ce côté-ci, et donc la fameuse saison 2015, donc qu'on connaît, où il va être MVP pour la première fois. Ensuite, il y a 2016, et en fait, c'est lancé, quoi. C'est à partir de là. Mais parce que, comme dit, la motion offense a été installée, surtout, et qu'on a mis... Enfin, en tout cas, il y a eu l'émergence de Draymond Green, plus aussi Sean Livingston ou Iguodala aussi, qui est arrivé entre-temps. Voilà, vraiment, ça a été la réussite, on va dire, de ceci, de replacer un maximum Curry off-ball pour cette valeur-là. Cela dit, c'est vrai que, bon, on peut le dire aussi, je pense qu'en termes de créativité, c'était un mec qui était quand même pas mal du tout sur les passes basiques hein, de vrais porteurs de balles normal, on va dire. Le volume était là aussi. Après, la prise de décision n'était pas tout le temps là, pour le coup. Donc, notamment, vous voyez, l'année où il fait beaucoup de passes, 2014, parce que, de facto, il n'y a que lui. Il fait aussi presque 4 turnovers par match. Donc, un ratio qui, finalement, n'est que de 2 points. Quoi. Donc, c'est bien, déjà. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de pertes de balles et de turnovers à l'époque là-dessus. Donc, c'est pas parfait, ce côté prise de décision. Par contre, c'est vrai que autant ça peut être hyper intéressant d'avoir un Stephen Curry off-ball, et évidemment, la motion et ainsi de suite. Autant c'est vrai que c'est peut-être un regret de dire, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu... Est-ce que Steve Kerr n'a pas abusé parfois de l'autre côté? Est-ce qu'on n'aurait pas pu parfois avoir un peu plus de Curry un peu en mode frontal, justement? Un peu plus en mode pick and roll classique, quoi. Et bon, il y a le côté Steve Kerr, mais je pense que Steve Kerr était aussi tenu parce que depuis 10 ans, c'est qui les vraies menaces de alley-oop ou de verticalité qui ont pu combiner avec Curry? Quasiment pas, quoi, parce que le vrai intérieur, c'est Draymond, mais il n'est pas là pour ça, pour le coup. On a eu des Kevin Looney, mais Kevin Looney, s'il arrivait à sauter de 5 cm, c'était bien. Donc c'est pas du tout ce profil. Vous voyez que finalement, je crois que le seul vrai outil qu'il a eu là-dessus, c'était Javal McGee qui a fait 10 minutes par match ou 15 minutes par match fin 2010 chez les Warriors, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est peut-être un des regrets de la carrière de Curry, c'est que le déplacer off-ball, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu parfois aussi avoir un peu plus cet aspect de on-ball, cet aspect d'attaque frontale, et donc pourquoi pas aussi que le front office lui donne de meilleurs atouts pour ça. Et c'est un peu dommage, mais bon, mettons un peu entre parenthèses ce côté regret, on va dire. Je pense que c'est tout de même aussi la force de Curry, c'est que, c'est un peu ce qu'on disait avec Antoine, pardon pour la répétition, mais il y a un côté où face à des porteurs de balles classiques, lui il joue beaucoup plus off-ball, et à l'inverse, face à des mecs off-ball comme Reggie Miller, qui avait été un peu le pionnier là-dedans, de créer du jeu par l'attaque indirecte. Reggie Miller, il n'a pas la capacité la force de frappe en frontal. Reggie Miller, il pouvait pas prendre un pick and roll isolation et briller là-dessus. Or, Curry, oui. Donc c'est aussi pour ça qu'il est à ce point unique, Curry, parce qu'on a un peu le mélange des deux, quoi. On a à la fois un mec qui est à ce point off-ball, mais aussi qui on-ball peut faire des dégâts lorsqu'on l'appelle. Mais pourquoi je parle de ça aussi, c'est parce que c'est vrai que, au final, j'ai même pas mentionné, mais le jeu s'est ouvert, mais surtout, les mentalités ont aussi beaucoup bougé, notamment sur les questions de rôle et de poste, en vérité. Et je pense que Curry et Harden, c'est un peu ceux qui ont un peu mis fin, symboliquement là encore, pas totalement, pas à 100%, mais c'est un peu Curry et Harden qui ont un peu mis fin au débat. Mais un meneur doit-il ou peut-il être go-to guy? C'était un peu, vraiment à l'époque, c'était un peu ça l'idée, hein, même pendant assez longtemps. Moi, au début, quand j'ai commencé à suivre la NBA, moi j'étais fan de Rondo. Et quand Paul Pierce et Garnett s'en vont, je me souviens dans l'écho des parquets, on fait des débats comme ça, mais est-ce qu'un meneur peut être un franchise player? Est-ce qu'un meneur peut être un go-to guy? Est-ce que ça colle? Mais parce que, là encore, vestige d'avant de, oui, mais le meneur, non. Le meneur, il doit gérer la boutique, répartir les tirs, initier les systèmes, et grosso modo, non. Scorer pour un meneur, c'est presque... Il faut pas, quoi. Il faut pas, parce que non, c'est pas ça ton but. Toi, ton but, c'est justement que les autres, ils scorent. Ça paraît peut-être bête aujourd'hui, mais vraiment, c'était ça. C'était un peu ça l'idée, et c'est comme ça que les postes avaient été un peu bâtis historiquement. Et je pense que Harden et Curry ont un peu mis fin à ça, quoi. Alors, Harden, parce qu'il n'est pas l'étiquette de meneur,
Mais c'est vrai que Curry, finalement, il arrive, il score beaucoup et en fait, on se pose pas la question. Donc il y a ça aussi. Il y a ce côté de mise à mort de ces notions un peu trop rigides de poste que même en 2025, certains veulent encore utiliser au passage. Mais non, mais c'est le doute n'existe plus aujourd'hui et pareil, il a fait tomber cette barrière-là sur le côté meneur go-to guy, meneur et go-to guy plutôt que meneur distributeur. Donc voilà, c'est aussi en ça que Curry est un marqueur d'évolution, mais ça on sait très bien, donc je vais pas redévelopper tout cela. Juste quand même pour dire, la défense. La défense, c'est vrai que le côté off-ball, défense très intelligent off-ball, ça s'est bien confirmé en NBA. D'ailleurs, encore une fois, pour dire que l'indicateur des interceptions est un sublime indicateur pour la projection vers la NBA, notamment pour les stars. Et pas que pour la défense en soi, mais pour... Ah ouais, en fait, si le mec peut faire des interceptions, ça veut dire qu'il comprend le jeu. Donc, c'est aussi un bon moyen de jauger son QI offensif aussi, notamment. Donc voilà, ça s'appliquait aussi avec Curry, je le fais remarquer à chaque fois. Mais donc oui, défense collective très intelligente, donc ça, c'est quand même bien. Après, il pouvait quand même un peu se faire cibler on-ball. Et d'ailleurs, si LeBron et les Cavs lancent un peu l'ère de la chasse au mismatch mi-2010, ça passe par Curry. Ça passe par le fait que, tiens, on va chercher Curry, on va impliquer Curry avec des pick and roll entre petits, plutôt que les pick and roll entre gros, ou en tout cas poste 1, poste 5. Non, on va chercher, et le peseur d'écran, c'est un petit qui est défendu par Curry, et grosso modo, c'est soit tu switches, et donc LeBron ou Kyrie vont t'assassiner sur un contre 1, CF, le plus grand tir de l'histoire du basketball, Irving, match 7, finale 2016. Pardon pour les fans pardon, de Golden State qui écoutent, j'ai pas pensé à ça, excusez-moi. Mais soit tu switches et tu te fais punir, soit tu ne switches pas, il fait un edge and recover, et le temps de faire un edge et de recover, il a pas le temps de recover que la balle est partie, quoi, que le poseur d'écran est parti, et voilà, donc il y a un décalage. Donc il y a ça, plus parfois le fait de se faire aussi cibler au poste bas, je pense que c'est aussi une réalité. Et que oui, il se battait extrêmement bien pour ses mensurations. Peut-être même que je pense qu'on a une meilleure vision de Curry, parce que lui, relatif à ses outils, il était à fond. Il se démenait et il surperformait par rapport aux outils, alors qu'un mec comme Harden, finalement, il avait des outils physiques beaucoup mieux, mais lui, il allait pas toujours à fond. Donc je pense que la vision aussi en soi de Curry est quand même meilleure, parce qu'il y avait un côté, qu'est-ce que tu fais par rapport à tes outils? Mais au-delà de la problématique des outils, je pense tout de même que Curry pouvait un peu se faire cibler pour le coup. Donc ça fait aussi partie du profil et tu l'acceptes largement, mais plus que largement, comme on disait hier avec Jokic. Jokic aussi a un compromis défensif de la manière dont tu dois construire l'équipe et défendre. Mais bon, tu l'acceptes quand tu as un tel moteur offensif. Pareil pour Curry. Donc ça, c'est évident. Par contre, c'est vrai que je pense que Curry a été primordial pour Draymond Green. Je pense que Draymond, s'il tombe ailleurs, on n'a pas un Draymond qui a le même impact offensif, donc peut-être pas le même niveau général, et donc peut-être pas la même vision, le même statut que ce qu'il a aujourd'hui, d'accord. De l'autre côté, je pense tout de même que le fait que Curry soit tombé dans cet environnement-là, c'est quand même bien aussi dans l'autre sens. Vous voyez, Draymond a aussi bien aidé Curry, pas au même niveau, on est d'accord, pas du tout au même niveau, mais tout de même, quoi. Tout de même, c'est quand même bien quand t'as un mec qui justement peut se faire un peu cibler, d'avoir une clé de voûte de la défense en deuxième rideau, ou un peu sur les switches, ou un peu partout ailleurs, ou en tout cas sur le terrain, d'avoir un des meilleurs défenseurs de l'histoire avec Draymond. C'est quand même bien, et plus que ça même, le fait que les Warriors aient trouvé et développé Klay Thompson, c'était parfait, parce que ça rajoute au côté environnement et contexte idéal pour Curry, parce que non seulement t'as un peu l'assurance tout risque avec Draymond, mais en plus t'as un poste 2 qui est très très grand pour le poste 2, mais qui est aussi très rapide, et qui en fait, Klay Thompson était le défenseur du point d'attaque. Klay Thompson était le mec qui défendait les meneurs, notamment en plus pile dans cette ère, l'âge d'or des meneurs entre 2014 et 2016, où il y avait un meneur, t'avais l'impression un meneur top 20 dans chaque équipe NBA, mais peut-être pas top 20, mais un top meneur de jeu dans chaque équipe NBA. C'était la folie, quoi. Et pour le coup, Klay Thompson a quand même bien aidé. Donc ça c'était aussi permis parce que Thompson pouvait être là, parce qu'en poste 3 ou 4, t'avais Iguodala aussi. Iguodala, puis ensuite Kevin Durant, ou alors aussi Draymond Green. Donc je pense qu'au final, Curry aurait été magnifique partout, mais on a eu la chance d'avoir cette suroptimisation de par un contexte défensif parfait pour lui, quoi, qui arrivait très bien à compenser ses déficiences. Et même à un point où tu te dis, mais est-ce qu'il y a d'autres superstars qui n'ont pas forcément eu ça, quoi. Je pense que Harden, c'est un peu le lien logique entre Curry et Harden, forcément, à chaque fois. Harden, il n'a pas eu autant de contexte défensif favorable, pour le coup. Donc ça, par exemple. Mais pareil pour notre ami Lillard. Lillard, il a eu des bonnes équipes. En termes de talent pur, c'était jamais à ce niveau. Il n'a jamais eu non plus un partenaire passeur qui aurait pu encore plus déverrouiller son jeu off-ball en attaque, comme Draymond. Mais pareil, je suis pas sûr que Lillard, il ait eu des contextes défensifs parfaits. Alors que Curry, on a la chance,
il l'a eu, donc ce qui nous donne cette carrière aussi et ces parcours de playoff fantastiques, quoi. Donc voilà, c'est quand même bien quand tout rentre dans l'ordre et tout s'aligne parfaitement pour ce qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat, quoi. Donc voilà, le cas de Stephen Curry qui, vous le voyez, hein, il y a des points sur lesquels il n'y a pas tant que ça d'évolution par rapport à avant. C'est juste soit du capital génétique, soit du prédisposition, le toucher de balle, coordination main-œil, des trucs de base qui étaient déjà très bons, mais qui n'étaient pas pondérés et valorisés parce que c'était pas l'époque. L'époque, lui-même, il a eu tendance à la changer. Plus également d'autres qualités sur lesquelles il a progressé, en effet, le dribble, le drive, les qualités athlétiques et ce genre de choses. Et donc pour avoir au final dans ce avant-après, un après qui a été fantastique. Voilà donc pour Stephen Curry. Pour être complet, je vous renvoie vers l'épisode numéro 12 du Basket Lab pour être vraiment complet à ce sujet. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain pour le dernier Origine de Star.